Alors, ce colloque va démarrer par les allocutions d'ouverture des deux doyens, des doyens de la faculté de droit et du doyen de la faculté de médecine. Et donc, j'ai le plaisir tout d'abord d'accueillir le doyen, M. Jean-Gabriel Contamin, le doyen de la faculté de droit. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord vous remercier d'être ici. Et donc, on est très content de vous accueillir dans nos locaux. Remercier d'abord et surtout Bérangère de l'invitation et la féliciter pour l'organisation de cette manifestation qui rappelle que notre faculté, c'est certes un lieu de formation, c'est un peu moins de 9000 étudiants, mais c'est aussi un lieu de recherche et un lieu de participation au débat public. Alors, je vais être court et puis pas très scientifique par rapport à mon collègue, parce que moi, je ne travaille pas sur ces thématiques-là. Donc, ce sera un propos plutôt institutionnel pour souligner que ce type de colloque, c'est un colloque en quelque sorte un peu exemplaire de ce que souhaite être une faculté comme la nôtre, qui est une faculté de droit, mais aussi de sciences juridiques, politiques et sociales, qui en elle-même est déjà pluridisciplinaire. Mais précisément, on a souvent des propos sur l'importance de, à minima, la pluridisciplinarité, et mieux encore l'interdisciplinarité. En l'occurrence, là, voire la voilà. En l'occurrence, là, on est face à un vrai colloque interdisciplinaire. Pour le coup, moi, j'ai été longtemps directeur de laboratoire, et je sais combien il est difficile de faire vivre et travailler ensemble des gens qui travaillent sur des disciplines qui peuvent sembler très éloignées, notamment entre sciences humaines et sociales et sciences dites dures. Et ce qui est, quand on regarde le programme, ce que je trouve très intéressant, c'est cette façon de faire cohabiter, alors d'un côté, un ensemble de professionnels qui viennent de la médecine et de l'autre côté, un ensemble de professionnels qui viennent du droit, mais aussi d'avoir invité à participer des collègues qui viennent d'autres disciplines des sciences humaines et sociales, notamment la sociologie, la science politique, et puis des réflexions en matière d'éthique ou presque de philosophie. Et une manière de voir aussi en quoi chacune de nos disciplines peuvent travailler ensemble et apporter chacune les uns aux autres. Deuxième point qui en fait un colloque qui, de mon point de vue, est en tout cas exemplaire de ce qu'il faut qu'on arrive à développer, c'est l'importance, et qui n'est pas toujours aussi si évidente dans ce qu'on fait, de l'articulation entre ce qu'on fait en matière de recherche, ce que fait en matière de formation. Ce colloque, il est lié à un axe fédérateur qui a été développé depuis plusieurs années au sein du CRDP autour des questions de santé. Notamment, alors, à l'époque, on était dans une université droit et santé, et donc il y avait l'idée précisément de développer tout ce qui était à la jointure entre l'un et l'autre. Et donc, je sais que dans la plupart des laboratoires SHS de l'île 2, on a essayé de développer ces axes, et ce colloque en est un bel exemple, précisément en articulation avec une dimension de formation, puisqu'on a un master droit de la santé, donc je ne savais pas que Didier Gosset l'avait co-dirigé, qui est un des fruits aussi de l'articulation entre cette dimension recherche et cette dimension d'enseignement. Un des fruits, et ce colloque, c'est un des fruits de ce croisement au sein d'une des équipes donc du CRDP, les RETS. Et au-delà, il y a sans doute et même sûrement lieu de développer d'autres types de formations, il faudra qu'on en parle avec Didier un de ces jours, à la jointure entre médecine et droit, avec l'idée d'un côté qu'on a des juristes qui peuvent avoir besoin d'un ensemble de connaissances en matière de santé qui n'ont pas forcément, et de l'autre côté, un ensemble de médecins ou de professionnels de la santé qui auraient besoin de cette dimension juridique. Troisième point aussi, c'est dire que on insiste souvent sur la nécessité d'un dialogue plus important entre l'université, la science et la société. Et là encore, on est face à un colloque qui est pleinement ancré dans les débats sociaux et sociétaux contemporains, avec à la fois un état de savoir dans les différentes disciplines et puis une réflexion plus normative sur ce qu'il faudrait faire, avec du reste dans les interventions, à la fois des chercheurs, des praticiens et des acteurs du monde politique. Enfin, on insiste souvent sur la nécessaire internationalisation, et avec les difficultés particulières dans le droit, parce que le droit est quelque chose qui est très ancré nationalement, mais c'est oublier qu'on peut précisément mieux penser le droit national en le comparant à d'autres pays, qu'il faut toujours prendre en compte l'influence
dans les deux sens entre le droit national et le droit européen. Et là encore, dans le programme, autant du point de vue des chercheurs que des contributions, on retrouve cette dimension-là. Donc, autant de raisons, en tout cas, pour féliciter à nouveau Bérangère pour cette organisation, pour remercier donc tous ceux et toutes celles qui ont permis l'organisation du colloque, et pour finir par m'excuser de ne pouvoir y rester beaucoup plus longtemps. Je vais rester quand même un tout petit peu, mais je suis attendu par le président dans 30 minutes. Mais je pourrais suivre tout ça, grâce à la vidéo, sur la chaîne YouTube du CRDP, que je vous conseille, je vous recommande les uns les autres, sachant que l'essentiel des manifestations scientifiques en fait, du laboratoire sont captées et peuvent être retrouvées très facilement ensuite sur ce site. Je remercie d'ailleurs le service qui se charge de tout cela, mais j'avoue que je co-dirige maintenant le CERAPS et qu'on commence à s'inspirer de cette pratique qu'on a découverte grâce à ce laboratoire. Donc je vous souhaite à tous un très bon colloque, de très bons débats, et puis plus largement d'éclairer les futures décisions politiques en la matière, tout en valorisant ce travail-là sous forme d'ouvrage. Donc si j'ai bien compris, dès septembre, si bien que chacun d'entre vous sera appelé dès le lendemain du colloque à transmettre sa contribution. Voilà. Merci. Monsieur le doyen Contamin, je vous remercie. Et maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur le doyen Gosset, le doyen de la faculté de médecine, qui nous me fait l'honneur de venir faire cette allocution. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, je suis également très heureux ce matin de participer à l'ouverture de ce colloque international consacré à la procréation médicalement assistée et élargi à la procréation améliorée. Et je salue Madame Bérangère Legros, organisatrice de ce colloque, pour son investissement dans le domaine de la bioéthique. Les facultés de médecine et de droit ont un long passé de travail conjoint en ce domaine, puisque, comme je le rappelais, le professeur Xavier Van Hendrich et moi-même avons conjointement dirigé pendant de nombreuses années le master de droit de la santé. Et je suis heureux que nous puissions poursuivre cette belle collaboration, et notamment interviendront dans ce colloque au moins 3 médecins que je voudrais citer. Le docteur Brigitte Leroy-Martin, assesseur du doyen premier cycle, maître de conférence en biologie de la reproduction, le professeur Sylvie Manouvrier, professeur de génétique, et le professeur Philippe Deruel, professeur de gynécologie obstétrique. Et puis je salue également la présence du docteur Robin Kremer, qui dirige l'espace éthique. Alors ce colloque s'inscrit dans le calendrier, dans le contexte des révisions des lois de bioéthique, potentiellement extrêmement vaste, et peut-être le législateur se saisira-t-il d'autres questions aussi importantes, par exemple celle de données massives, où la France accuse un sérieux retard, ou bien celle de l'intelligence artificielle. Alors on dit toujours que l'éthique avance plus vite que le droit, mais je pense que ce phénomène s'accélère. L'éthique distançant le droit et le droit ayant quelques difficultés à rattraper son retard. Cette accélération est liée à mon sens à 2 types d'évolutions. D'une part, des évolutions politico-sociologiques, et d'autre part, l'évolution évidemment de nos connaissances scientifiques, mais évolution de plus en plus rapide. Alors sur le plan sociétal, eh bien, nous constatons des évolutions douces des pensées. Par exemple, la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme envisage le dépôt d'un projet de loi visant à étendre la PMA aux couples lesbiens et aux femmes célibataires. Cela fera sans doute grand bruit. Ou bien encore, sous l'influence politique et sous l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de réexamen des décisions civiles vient titiller la Cour de cassation en matière de reconnaissance de l'état civil d'enfants nés de GPA à l'étranger. C'est l'intérêt de l'enfant qui prime. Alors, sur le plan plus médical, sur le plan de la génétique, les évolutions de ces dernières années me semblent devoir être soulignées. Le premier progrès majeur est la découverte par la Française Emmanuelle Charpentier et l'Américaine Jennifer Doudna de CRISPR-Cas9, un outil biologique. On peut le qualifier de ciseau moléculaire,
un peu sur le modèle du copier-coller informatique, qui pourrait permettre d'éliminer une mutation coupable dans de nombreuses pathologies. Nous pensons en particulier à la drépanocytose, à la bêta-thalassémie, sur lesquelles travaille Emmanuelle Charpentier. Je crois même qu'elle a créé une start-up là-dessus. Donc il paraît ici important de faire, bien sûr, sous contrôle strict et en toute transparence, des recherches sur les cellules embryonnaires issues d'embryons surnuméraires de la fertilisation in vitro. Mais l'apparition d'une autre discipline, d'une nouvelle discipline de la biologie, l'épigénétique, nous montre qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus complexes et que l'expression des gènes de l'ADN n'est pas immuable, mais est au contraire très largement influencée par des mécanismes moléculaires qui viennent moduler l'expression des gènes en fonction de l'environnement, sans modifier la séquence d'ADN, et ce par des réactions chimiques que je passerai, de méthylation, de modification des histones, peu importe. Il faut donc insister sur ces régulateurs, ces interrupteurs qui permettent ou non l'expression du gène et qui peuvent être modifiés largement par le comportement, par les phénomènes d'addiction, par la consommation d'alcool, par les toxiques de l'environnement, par la nutrition, par le tabac, par le stress. Et c'est pendant les 1000 premiers jours qui entourent la naissance que la vulnérabilité est la plus grande. Et une équipe lilloise, celle du professeur Storm et celle du professeur Deruel, travaillent sur ce sujet. Par ailleurs, et je ne serai pas trop long, rassurez-vous, nous étions jusqu'ici dans un corps réparé après blessure ou maladie. Et nous passons progressivement, alors sans en arriver à l'ère utopique de la vie éternelle, mais nous passons à l'ère du corps augmenté, avec des limites parfois floues, comme dans la situation que vous envisagerez demain de la transplantation utérine. Cette transplantation peut permettre à une femme de restaurer sa fertilité et de porter son propre enfant, soit à partir de greffes de donneuses vivantes, soit avec des donneuses en état de mort cérébrale. Mais ici, la greffe n'est pas une greffe thérapeutique. Et le risque chirurgical est assez important. Et dans les situations de donneuses vivantes, il ne peut pas y avoir d'anonymat. Donc les questions éthiques sont évidemment multiples. Je voudrais terminer en émettant un certain nombre d'inquiétudes et de craintes à voir les évolutions dans le domaine expérimental. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, en Suède, en Chine. En Chine, en avril 2015, le patrimoine génétique d'embryons a été modifié. Il s'agissait de la correction d'un gène défectueux sans encadrement, en toute opacité. À Londres, cette année, sur des embryons surnuméraires, certes, on a inactivé un gène, le CT4, pour mieux cerner l'embryogénèse. En Chine également, cette année, on a bricolé sur le gène de la bêta-thalassémie sur des embryons clonés. Eh bien, je crains que la répétition de ces expérimentations à une vitesse folle ne fasse sauter les verrous et ne soit finalement une légitimation de ces expérimentations. Et par conséquent, l'éthique est ici très violemment interrogée. Alors je n'en dirai pas plus, puisqu'il s'agit d'une session d'ouverture, des sujets qui m'intéressent et qui me passionnent. Je regrette, moi aussi, comme le doyen de droit, de ne pas pouvoir assister au colloque, mais à coup sûr, je vais regarder les débats qui seront filmés pendant l'été. Merci beaucoup et très bon colloque. Merci, monsieur le doyen Gosset. Merci.